à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais aussi remercier les membres du Collège Belgique pour leur invitation à donner cette conférence ici à Namur. Eh bien, commençons justement. Qui n'a jamais eu l'impression de jouer un rôle en société ? Toutes et tous, nous faisons bonne figure au supermarché, au travail, et même devant nos amis et devant nos proches. Si bien que lorsque nous nous trouvons seuls, nous éprouvons une forme de relâchement. Nous n'avons plus à arborer une certaine apparence, celle que nous croyons devoir incarner auprès des autres. Je voudrais examiner avec vous ce qui se trouverait derrière ce rôle social que nous avons, derrière ce masque qui dissimulerait une autre identité, une personne réelle mais cachée. Je sais bien que cette métaphore du masque pose problème, ou en tout cas peut poser question. Mais au fond, en fait, peu importe pour le moment cette métaphore, parce que ce que nous cherchons, c'est l'authenticité, ce qui se trouve derrière ce masque. Si l'on définit en première analyse l'authenticité comme la vérité de ce que l'on est, on ne va sûrement pas assez loin. On pourrait alors ajouter que l'authenticité renvoie aussi à l'originalité, à la singularité de quelque chose, c'est-à-dire à son caractère unique, par opposition à la généralité qui serait partagée donc par la majorité des éléments d'un ensemble. L'authenticité renvoie aussi à la bonne attribution, à ce qui fait foi. On parle par exemple d'œuvres d'art authentiques pour exprimer le fait que ce n'est pas un faux, qu'elle a bien été réalisée cette œuvre par l'artiste dont la signature est apparente ou à qui cette œuvre est attribuée. Et donc il n'y a qu'un seul exemplaire de cette œuvre. Dès lors, l'authenticité chez une personne consisterait à être elle-même. Mais qu'est-ce que cela signifie, être soi-même ? La première idée consisterait peut-être à renoncer au mensonge, à la tromperie des autres, en ne se dissimulant pas ou en ne dissimulant pas ce que nous sommes, à ne pas jouer un rôle, et nous y revenons justement. Mais ce ne sont là finalement que des approches négatives, ne pas jouer un rôle, ne pas mentir, ne pas tromper autrui. Par ailleurs, les ouvrages de développement personnel invitent chacune et chacun de leurs lecteurs à renouer avec leur moi véritable, à exprimer la réalité de leur être. Il convient alors d'interroger les concepts de moi ou d'expression de soi, parce qu'au fond, elles n'ont rien d'évident, ces expressions et ces concepts. La question « qu'est-ce qu'un être humain ?» par exemple, traverse toute l'histoire de la philosophie. Il y a alors de nombreuses manières d'essayer d'y répondre. Cela peut consister d'abord à différencier l'être humain d'autres êtres vivants. C'est ce que fait par exemple Aristote, qui distingue différentes âmes, sensitives, motrices et rationnelles, pour différencier ainsi les plantes des animaux non humains et des animaux humains. Cela lui permet de différencier aussi les humains des dieux. Sur cette question, je vous renvoie par exemple aux analyses très claires de Francis Wolff dans un livre qui s'intitule « Penser avec les anciens », où il montre bien cette tripartition et cette distinction humain et Dieu. On retrouve aussi cette question chez les philosophes de la modernité, qui, comme Descartes par exemple, dont le grand projet était d'établir un traité de l'homme, il renonce finalement à sa publication, mais ce traité sera publié après sa mort. Il y travaille sur le corps, sur l'âme et sur l'union des deux substances, âme et corps. Cette recherche sur la définition de l'être humain est recueillie par Kant, par exemple, au XVIIIe siècle, comme une de ces 4 questions fondamentales de la philosophie. La première question fondamentale était « que puis-je savoir ?» Elle concerne donc la connaissance. La deuxième concerne la morale, « que dois-je faire ?» La dernière, la religion, « que m'est-il permis d'espérer ?» Et selon lui, ces 3 questions trouvaient leur synthèse dans une 4e, « qu'est-ce que l'homme ?» Après avoir consacré sa philosophie critique à chercher comment répondre à ces questions, il travaille à une anthropologie justement, pour savoir finalement qu'est-ce que c'est l'homme. Au XIXe siècle, si j'avance à grands pas, au XIXe siècle, la méthode pour chercher à répondre à cette question deviendrait par exemple psychologique. Et c'est justement à partir de là que je voudrais aller, parce que tirant les leçons de la philosophie moderne, les philosophes du XIXe siècle cherchent à savoir si le moi est bien une substance, une réalité permanente, qui serait sous-jacente à toutes nos pensées, comme le serait le cogito selon Descartes. Mais une telle substance existe-t-elle ? Si nous pouvons être sûrs d'avoir des pensées, d'avoir une succession d'actes de pensée,
Sommes-nous certains qu'elles sont toutes rapportées à une unique entité ? Après tout, en ce moment, je sais que je réfléchis philosophiquement. Tout à l'heure, peut-être que j'imaginerai mes vacances, puis que je me souviendrai du visage d'un ami. Mais rien ne me garantit qu'il y ait un moi auquel rapporter toutes ces pensées. Ne sont-elles pas au fond qu'une rhapsodie de pensées, d'actes de l'esprit ? Ce soupçon qui pèse sur le moi conduit à la question de savoir s'il y a une unité de la personne humaine. Cette difficulté ne serait pas seulement celle de l'identification du moi, mais aussi celle de sa réalisation dans le monde. Si l'existence du moi est douteuse, comment comprendre l'orientation de nos actions ? Dit plus concrètement, qu'est-ce qui me conduit à agir de telle ou telle manière si le moi n'est pas à l'origine et au fondement de mes actions ? C'est-à-dire s'il n'est pas le point de départ chronologique, mais aussi la raison de mes choix. Doit-on accepter que notre existence ne soit fondée sur aucune ligne directrice ? Cela signifierait alors que nous pourrions être surpris de nos propres comportements, que tout ce que nous faisons et disons pourrait n'avoir aucun lien. Nous avons donc d'un côté des philosophes qui affirment qu'il existe une unité substantielle en nous, le moi, qui nous définit et qui est au fondement de nos actions, et d'un autre côté des philosophes qui affirment qu'une telle entité n'existe pas, ou tout le moins n'est pas déterminante dans l'orientation de notre existence. Nous avons donc là un vrai problème philosophique, au sens où plusieurs compréhensions de notre existence s'opposent et semblent totalement incompatibles. Voilà une excellente raison de philosopher, je crois, et il faut chercher à résoudre ce problème. Mon exposé ici sera continu, mais n'hésitez pas à relever des points ou des éléments sur lesquels vous aimeriez obtenir des précisions ou qui vous poseraient question, et je ferai de mon mieux pour y répondre durant l'échange qui suivra ma conférence. Voici le plan de la conférence. Je commencerai par, après cette introduction que je viens de faire, je commencerai par envisager le moi et son expression selon Bergson, dans une première partie, puis dans une deuxième partie, j'envisagerai les difficultés de la théorie de l'expression du moi intérieur. On essaiera de mener une critique de Bergson. Enfin, dans une troisième partie, je tenterai de penser l'individuation en construction, et pour le dire déjà, avec des philosophes comme Beauvoir et Sartre. Et puis, j'essaierai de synthétiser mon propos dans une conclusion. Alors, dans cette première partie, consacrée au moi et son expression, selon Bergson, je vais d'abord envisager le temps qui dure, puis la manière de connaître le temps, ce qui nous permettra de comprendre, vous verrez que ce n'est pas hors sujet, parce que ça nous permettra de comprendre la différence entre le moi de surface et son intériorité chez Bergson, et puis on essaiera d'examiner comment on peut chercher à exprimer le soi. Alors, l'originalité de la méthode philosophique de Bergson consiste notamment à déconstruire des problèmes philosophiques. Pour y parvenir, il montre que l'opposition des théories philosophiques qui cherchent à résoudre un problème doit être dépassée. Et c'est là, à mon avis, tout l'intérêt de la philosophie de Bergson. Plutôt que de choisir entre des positions théoriques qui cherchent à expliquer la réalité et des positions qui sont opposées, il en propose une nouvelle, et celle-ci repose sur la centralité du temps. Selon lui, jusqu'à son travail, le temps n'a pas été assez considéré comme un facteur principal et même décisif dans la compréhension de la réalité, que ce soit la liberté, la création artistique et même la biologie. Or, le temps est essentiel dans toutes ces dimensions de la réalité, selon lui. Nous n'allons pas suivre évidemment toutes les analyses de Bergson sur le temps, mais nous concentrer plutôt sur le temps vécu, en particulier la durée. Et vous comprendrez que ce passage par une philosophie du temps n'est pas du tout hors sujet, je le disais déjà, parce qu'il fonde, ce passage, une thèse intéressante sur la possibilité d'exprimer son moi intérieur. Alors, commençons justement par le temps qui dure, selon Bergson. Bergson critique les conceptions classiques du temps qui le considèrent comme de l'espace, c'est-à-dire comme une succession d'instants qui sont identiques les uns aux autres et qui s'inscrivent sur une ligne droite. Or, le temps, selon lui, n'est pas seulement une succession, il passe. Passer, ce n'est pas se succéder, justement. Si l'on affirme que le temps est une succession d'instants sur une ligne, alors on ignore une certaine réalité du temps qui est son passage. Je cite Bergson, « La ligne qu'on mesure est immobile, le temps
est mobilité. La ligne est du tout fait, le temps est ce qui se fait et même ce qui fait que tout se fait. Bergson continue, et je le paraphrase ici, « Si vous placez des points sur une ligne, comme le font les mathématiciens, rien ne serait changé si le temps s'accélérait ou ralentissait. Vous auriez toujours le même nombre de points. Mais profonde serait la différence au regard de la conscience, dit-il. Pensez par exemple à votre attente d'un message de la personne que vous aimez. Le passage du temps, quand vous attendez justement ce message, est complètement différent du passage du temps lorsque vous êtes en train de lire un excellent roman, par exemple. Quand vous attendez impatiemment, chaque minute vous semble très longue, alors que vous n'avez pas vu le temps passer, comme on dit, lors de la lecture de ce roman captivant. Ce qui montre bien que le passage du temps n'est pas justement cette succession d'instants, comme on a trop tendance à le penser. Alors, comment connaître le temps ? Bergson critique les discours qui rationalisent le temps, le perçoivent comme par l'intelligence afin de le mesurer. La science, selon lui, intellectualise le temps. Et c'est au contraire par l'intuition qu'il faudrait appréhender le temps afin de revenir à un temps vécu. Arrêtons-nous un instant sur la différence entre l'intelligence et l'intuition. Et c'est dans l'évolution créatrice que l'on trouve l'analyse de cette différence. Le défaut de l'intelligence humaine est qu'elle n'a pas pour objectif premier de connaître, mais d'agir, selon Bergson. Il s'agit de savoir pour prévoir et de prévoir pour agir, donc de savoir pour agir, dit-il. Cependant, il ne faut pas s'en étonner injustement. La spéculation, je le cite, est un luxe, tandis que l'action est une nécessité. Voilà pourquoi notre intelligence est réservée, ou plutôt est tournée vers l'action. C'est pourquoi notre intelligence ne s'occupe pas tant de savoir quelle est l'orientation d'un changement, que de savoir à tel instant T quel est l'état d'une chose, puisque c'est cela qui nous permettra de savoir comment agir avec elle ou sur elle. Notre intelligence ne se représente clairement que l'immobilité, selon Bergson. Et on retrouve alors la distinction de l'espace et de la durée. Le mouvement et le changement ne peuvent être pensés que dans la durée. L'intelligence qui concourt à l'action pense dans l'espace et non dans la durée. Ainsi n'admet-elle pas l'imprévisibilité de la vie. Je vais y revenir. Mais vous le voyez déjà, en fait, pour notre sujet. L'intelligence pose deux soucis. Certes, elle est la faculté qui nous permet d'agir, mais elle est incapable de connaître le temps qui passe comme durée. Elle le spatialise. Nous allons voir que c'est une difficulté si l'on veut savoir s'il est possible d'exprimer son moi intérieur. Au contraire, l'intuition, elle, est faite pour penser la vie, selon Bergson. Elle est différente de l'intelligence, mais elle appartient aussi à l'esprit. Si l'intelligence n'est pas capable de penser la vie autrement qu'avec des images fixes prises du dehors, l'intuition, quant à elle, peut saisir de l'intérieur. L'intuition est une forme de sympathie, c'est-à-dire qu'elle peut suivre le mouvement de ce qu'elle appréhende. Citation. « Concentrons-nous sur ce que nous avons tout à la fois de plus détaché de l'extérieur et de moins pénétré d'intellectualité. Cherchons au plus profond de nous-mêmes le point où nous nous sentons le plus intérieur à notre propre vie. C'est dans la pure durée que nous nous replongeons alors, une durée où le passé, toujours en marche, se grossit sans cesse d'un présent absolument nouveau. » Fin de citation. C'est dans l'Évolution créatrice, page 201. Nous avons là, en fait, un mode d'appréhension qui n'est plus tourné vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, qui ne cherche pas à prévoir, c'est-à-dire à anticiper, mais qui vise à suivre le flux du temps, son passage, qui ne cherche pas à détacher les instants de notre existence, mais à suivre leur marche, à suivre la progression du temps. Ce que propose Bergson, au fond, c'est donc un profond changement de méthode. Le temps ne doit plus être pensé, il doit être accompagné, intuitionné, suivi dans son passage, dans sa dynamique. C'est ce mode de connaissance particulier qui est le seul à même de nous permettre de comprendre le temps vécu et de nous faire comprendre qui nous sommes vraiment. J'en arrive donc à mon troisième point dans cette première partie, la distinction du moi de surface et du moi des profondeurs ou l'intériorité du moi. Bergson comprend le moi dans une unité complexe formée d'un moi de surface et d'un moi des profondeurs. Commençons par envisager le moi de surface. Ce moi de surface, c'est le moi qui est en contact avec les autres.
il pense de façon spatiale. Les idées qu'il a restent comme des feuilles mortes sur l'eau d'un étang. Elles ne s'incorporent pas à lui. Il les pense de façon mécanique. Elles n'ont aucun pouvoir sur lui, elles lui sont extérieures. Et d'ailleurs, souvent, les pensées du moi de surface viennent de l'extérieur. Bergson prend l'exemple des conseils d'un ami. On demande à un ami de nous donner un conseil pour choisir telle ou telle action, et finalement, ces conseils, même si on les juge bons, restent comme ces feuilles à la surface d'un étang. Elles restent des idées extérieures, elles restent au niveau du moi de surface. Et en réalité, elles n'auraient aucune incidence sur notre décision. En particulier si cette décision est libre. Je vais y revenir. Ces idées peuvent être facilement exprimées par le langage parce qu'elles sont fixes et demeurent stables. Ce moi de surface, au fond, c'est celui des habitudes mécaniques. Il est prévisible. C'est aussi celui du caractère que les autres nous attribuent. Les actions dont ce moi est l'auteur n'ont rien de surprenant. Enfin, ce moi de surface a bien des perceptions et des sentiments, mais il les possède de façon nette et précise. Par exemple, il est évident au moi de surface que le sentiment ressenti à tel instant est de la colère ou de la joie. Les mots pour le dire semblent adéquats et ce faisant, on peut communiquer sans souci nos états d'âme. Mais on voit que l'expression de ces sentiments reste quelque chose d'impersonnel. Quand je dis, par exemple, « j'ai ressenti de la joie à vous revoir », cette joie semble comprise par mon interlocuteur. Mais est-ce qu'il a véritablement compris la joie réelle que j'ai ressentie ? Est-ce que le mot, d'ailleurs, ne masque pas la réalité complexe du sentiment ? J'aimerais faire trois citations de Bergson maintenant. D'abord, justement sur ce moi de surface, je cite page 99 de l'essai sur les données immédiates de la conscience. « Nous voici donc en présence de l'ombre de nous-mêmes. Nous croyons avoir analysé notre sentiment, nous lui avons substitué en réalité une juxtaposition d'états inertes, traduisibles en mots, et qui constituent chacun l'élément commun, le résidu par conséquent impersonnel des impressions ressenties dans un cas donné par la société entière. Et c'est pourquoi nous raisonnons sur ces états et leur appliquons notre logique simple, les ayant érigés en genre par cela seul que nous les isolions les uns des autres, nous les avons préparés pour servir à une déduction future. » Fin de citation. Vous voyez bien ici le caractère immobile des sentiments, leur généralité, leur prévisibilité même. À l'inverse, les sentiments du moi profond ont une autre nature. Citation un peu plus tôt dans l'essai sur les données immédiates. Un amour violent, une mélancolie profonde envahissent notre âme. Ce sont 1000 éléments divers qui se fondent, qui se pénètrent sans contour précis, sans la moindre tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres. Leur originalité est à ce prix. Fin de citation. Vous voyez ici les différences avec les sentiments du moi de surface. Les sentiments du moi profond, et je vais y venir, eux s'interpénètrent. Ils ont 1000 éléments qui se fondent les uns dans les autres. Et enfin, dernière citation, « Le sentiment lui-même est un être qui vit, qui se développe, qui change par conséquent sans cesse. Sinon, on ne comprendrait pas qu'il nous acheminât peu à peu à une résolution. Notre résolution serait immédiatement prise. Mais il vit parce que la durée où il se développe est une durée dont les moments se pénètrent. En séparant ces moments les uns des autres, en déroulant le temps dans l'espace, nous avons fait perdre à ce sentiment son animation et sa couleur. » Fin de citation. Alors, j'ai fait ces longues citations à la fois pour que vous éprouviez aussi la beauté de l'écriture de Bergson. Je rappelle qu'il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1927, ce qui n'est pas si fréquent pour un philosophe. Et vous conviendrez qu'il méritait sûrement cette récompense. Mais ces citations nous montrent au fond plutôt la différence qui devient presque une opposition entre d'un côté le vécu des sentiments, leur complexité due à leur fluidité, leur interpénétration, leur durée, et d'un autre côté, du côté du moi de surface justement, des sentiments que nous pouvons exprimer, analyser, décomposer, mais qui perdent alors leur vivacité et donc leur réalité. Envisageons maintenant donc le moi profond ou moi des profondeurs. Si Bergson l'oppose de façon spatiale au moi de surface, le moi des profondeurs doit plutôt être envisagé
Il faut plutôt envisager leur opposition sur le plan temporel. Le moi profond est celui de la durée. Je cite, « Le moi intérieur, ou moi profond, est une force dont les états et modifications se pénètrent intimement. » Fin de citation. Cette interpénétration est à l'origine du problème que pose le langage, je vais y revenir. Ce moi intérieur est rempli par une idée vraiment nôtre, et les idées venues de l'extérieur sont donc loin de toujours s'y incorporer. Je le disais tout à l'heure à propos des conseils que nous donne un ami, ces conseils restent à la surface de notre moi et n'incorporent pas, selon Bergson, le moi des profondeurs. Revenons justement sur les citations que je faisais tout à l'heure. Le moi profond ne vit pas les sentiments comme le moi de surface. Il ne vit pas des sentiments nets et distincts. Ces sentiments sont confus, ils s'interpénètrent et deviennent par là inexprimables. Ils sont originaux et singuliers. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de la joie de revoir un ami, en fait, cette joie, elle peut être tout à fait mêlée de tristesse. Tristesse parce que le temps passé est révolu, mais aussi mêlée de mélancolie ou d'inquiétude quant à l'avenir de cette relation qui reprend, etc. Dire « je suis content de vous revoir » masque donc la réalité d'un flux de sentiments que la fixité des mots ne peut exprimer. Il y aurait même d'ailleurs un risque à se laisser piéger soi-même par des mots clairs et distincts. La conscience a un désir de distinguer et peut en venir à préférer le symbole à la réalité, dit Bergson. Et comme ce moi de surface est facilement communicable, il se prête mieux aux exigences de la vie sociale et la conscience peut en oublier le moi profond. On peut donc, pour résumer, opposer le moi de surface et le moi des profondeurs. D'un côté, le moi de surface est extérieur, tandis que le moi des profondeurs est intérieur. Le moi de surface est social, tandis que le moi des profondeurs est individuel. Le premier est pratique, tandis que le second est ni pratique ni épistémique, il ne vise pas non plus à connaître. Le moi de surface a des idées et des sentiments solidifiés, bien distincts les uns des autres, tandis que le moi des profondeurs a des idées et des sentiments en devenir qui s'interpénètrent. Le moi de surface est communicable, tandis que le moi des profondeurs est incommunicable sans perte. Envisageons maintenant la recherche de l'expression de soi. Commençons par essayer de savoir si on pourrait exprimer le soi ou le moi par le langage. Nous avons déjà une première réponse à notre question de départ. Notre vie sociale se place sous le signe de l'extériorité et donc du partage avec les autres. Notre vie sociale doit être efficace, c'est-à-dire performante, au sens d'une réalisation effective des intentions. Or, la présence des autres peut être évidemment un obstacle. Notre action doit donc s'insérer dans un espace saturé de sens et il faut que celle-ci, comme notre langage, soit homogène à ce qui existe déjà. Ainsi, pour le langage, il s'agit d'énoncer ce que nous pensons et sentons dans des termes qui puissent être facilement compris de nos interlocuteurs. Pour nos actions, il s'agit de les faire accepter par les autres et pour gagner en efficacité, de suivre des voies préétablies. Il y aurait donc alors le sacrifice de la singularité de nos pensées, de notre individualité, de nos sentiments, de nos intentions. Si l'on s'arrête un instant sur le langage, Bergson emmène une critique parce que les concepts par lesquels nous exprimons nos idées et nos sentiments réduisent la réalité exprimée à quelques caractéristiques qui sont partagées par tous les autres. Le langage est donc incapable de traduire la singularité de notre vie psychique. Par exemple, si j'utilise le mot arbre pour parler de mon expérience de m'être assis près d'un arbre, ce concept exprime ce qu'il y a de commun à tous les arbres, un tronc et des branches. Mais aucun arbre ne se réduit à cela. D'ailleurs, l'arbre dont je parle a-t-il des feuilles ou des aiguilles? Son tronc est-il marron ou blanc comme un bouleau? Soit la personne qui m'écoute pense à l'arbre qu'elle connaît, elle, et s'en fait une image, mais cette image n'est pas celle à laquelle je pense quand je parle de mon expérience, soit on débarrasse l'image de tout ce qu'elle a de particulier et on désigne alors une réalité très abstraite, simple, c'est vrai, mais qui est pauvre et bien plus pauvre que la réalité concrète. Il y aurait donc de l'ineffable parce que les mots sont pauvres et impersonnels, selon Bergson. Les sentiments ont 1000 nuances fugitives et 1000 résonances profondes, écrivait Bergson. Ils évoluent sans cesse, se transforment, se mélangent les uns les autres. Ils se font écho.
Dès lors, il est impossible de les arrêter par des mots, sauf à leur faire perdre leur réalité et leur originalité. Les dire, c'est les réduire à une dimension générale. Les mots ne sont que des étiquettes que l'on colle sur les choses et les pensées, et ces mots masquent leur irréductible singularité. Il apparaît alors impossible d'exprimer la réalité de notre moi intérieur, sa durée et sa richesse. Mais ce n'est pas seulement le langage qui est en cause, nous dit Bergson. En voulant exprimer, extérioriser ce que nous vivons, nous ne faisons pas attention à la singularité de notre vie psychique, à la singularité de nos sentiments. Nous nous contentons de voir ce qui se voit de l'extérieur, sans chercher à comprendre ce qui se passe de l'intérieur et ce qui dure dans le temps. Bergson ne défend donc pas un langage privé. Pour lui, le langage est incapable de dire le devenir des sentiments parce qu'il est un ensemble de mots fixes organisés dans des phrases à la grammaire contraignante. Visant à être compréhensible par tous, le langage échoue à atteindre adéquatement l'objet toujours particulier, toujours mouvant qu'est l'existence des sentiments et des impressions du moi intérieur. Je cite Bergson, « Non seulement le langage nous fait croire à l'invariabilité de nos sensations, mais il nous trompera parfois sur le caractère de la sensation éprouvée. » On serait trompé par nos propres mots sur notre vie intérieure. Puisque le langage n'est pas adéquat pour exprimer notre moi intérieur, est-ce qu'il serait possible de l'exprimer par des actions ? Cette autre voie d'extériorisation de ce que nous sommes véritablement, que seraient donc les actions. L'action apparaît comme un moyen de prouver aux autres ou de montrer aux autres qui nous sommes, quelles sont nos véritables intentions et pensées. Et même si nous ne parvenons pas à les dire, nos actions les révéleraient. Dans l'essai sur les données médias de la conscience, Bergson soutenait, je le cite, page 125, « C'est de l'âme entière, en effet, que la décision libre émane, et l'acte sera d'autant plus libre que la série dynamique à laquelle il se rattache tendra davantage à s'identifier avec le moi fondamental. » La liberté n'est pas absolue, elle admet des degrés selon lui, des degrés en proportion de la qualité de l'acte libre. Plus cet acte sera l'expression de notre moi intérieur et plus il sera libre, selon Bergson. Donc, il ne s'agit pas de savoir si la volonté était inclinée par des motifs extérieurs, il s'agit plutôt de savoir dans quelle mesure l'action rassemble en elle l'expression du moi intérieur, l'expression du moi des profondeurs. Nous avons vu tout à l'heure que le moi des profondeurs est celui de la durée, dans laquelle nos états de conscience se fondent ensemble et se teignent chacun de la coloration de tous les autres. Une action est libre quand elle exprime cette unité complexe de notre être, quand l'agent y voit le fond de ce qu'il est avec la singularité irréductible qui le caractérise. Une telle action est rare, parce que la vie quotidienne ne requiert en général que des actions réflexes qui ne sollicitent que le moi de surface, celui pour lequel les états de conscience sont distincts et figés. Les actions véritablement libres, quant à elles, sont fondées sur le moi des profondeurs. Les sentiments et les idées qu'abrite ce moi ont une puissance, une tension vers la réalisation. Et cette dynamique s'explique par la durée. La liberté ne consiste pas à avoir des raisons particulières d'agir, elle consiste en l'expression à un moment donné, de l'unité de nos pensées et de nos aspirations les plus intimes. C'est donc la singularité qui s'exprime, celle d'une durée vécue en laquelle se sont fondus les différents événements que nous avons vécus et leur appréhension propre par chaque individu. On le voit, Bergson propose ici une définition particulière de la liberté. Ce n'est ni le libre arbitre qui choisit entre différentes possibilités, ni une forme de déterminisme selon lequel les actions seraient les effets de causes antérieures. Les actions libres sont le résultat de cette puissance du moi des profondeurs qui cherche à s'exprimer. Et Bergson compare l'action libre tantôt à une croissance végétale, tantôt au détachement du fruit mûr d'un arbre, ou encore à la maturation du fruit à partir de la fleur. L'action libre répond à l'ensemble de notre être et à notre idée personnelle. Dans l'évolution créatrice, Bergson lie notre capacité d'intuitionner
la réalité de notre vie psychique et le rapport unissant celle-ci à l'action. Je le cite, page 202. Plus nous prenons conscience de notre progrès dans la pure durée, plus nous sentons les diverses parties de notre être entrer les unes dans les autres et notre personnalité tout entière se concentrer en un point, ou mieux, en une pointe, qui s'insère dans l'avenir en l'entamant sans cesse. En cela consiste la vie et l'action libre. On peut essayer de mieux caractériser l'action libre comme une dynamique de la conscience ici. L'action libre n'est pas celle qui est réalisée à partir du choix entre différents possibles, elle est plutôt la perspective bergsonienne concentre son attention sur ce qui est au principe de l'action. L'agent doit procéder à une forme d'intuition de lui-même. Et cette intuition s'effectue dans la durée, c'est-à-dire qu'elle ne consiste à ne pas séparer les moments de la vie psychique, mais à les considérer unis, malgré leur apparente différence. Dès lors, il s'agit à la fois d'unir les différents états de conscience, passés, le passé étant lui-même pluriel, aux états de conscience présents, mais aussi les états de conscience de différentes natures, donc mêler les sentiments, les idées, les désirs, les intentions. Ce qui est a priori hétérogène trouve dans le même mouvement, celui du temps, il trouve une forme d'homogénéité. Il y aurait ainsi une unité qui se crée dans cette intuition, une cohérence se formerait. Or, cette formation dynamique d'une cohérence, celle d'une personnalité, n'est pas l'objet d'une contemplation. Au contraire, elle est créatrice. Au moment même où on essaye de former cette unité de nos différents sentiments et émotions, une création se réalise, créatrice de l'avenir et de la nouveauté. En effet, si l'on considère que le présent n'est pas réductible à un instant, mais qu'il possède une certaine épaisseur, alors on peut concevoir un présent qui dure. Le présent peut très bien s'étirer dans le temps. La question est alors de savoir comment le temps progresse. L'avenir ne peut advenir que si la nouveauté apparaît dans la réalité. Autrement dit, si une action libre est effectuée. Et là, on pourrait prendre l'exemple de la nouvelle de Henry James, La bête dans la jungle, dans laquelle on voit justement un personnage qui attend la survenue d'un événement. L'attente se prolonge le temps d'une vie, une vie qui serait justement toujours menée au présent. Et faute d'action, aucun avenir n'apparaît dans sa vie. Donc, il faudrait, pour que l'avenir apparaisse, que l'agent parvienne à concentrer sa personnalité pour la faire surgir en un acte libre. Si la personne ne parvient pas à pleinement comprendre, à pleinement prendre conscience de cette dynamique qui unit sa personnalité, qu'elle néglige par exemple certains éléments vécus ou que l'union ne soit pas assez poussée, alors son action ne sera pas absolument libre. Il n'aura pas réussi à modifier la réalité de façon originale. Et Bergson écrit « Certains meurent sans avoir connu la vraie liberté ». Et donc, je continue, donc certains meurent sans l'expression de leur moi véritable. N'importe quelle action n'est pas à même de nous ouvrir la voie d'une compréhension de nous-mêmes. En général, le rapport que nous avons à nos actions est marqué par l'extériorité, je le disais, et nous n'apercevons de notre moi que son fantôme décoloré. Notre existence se vit alors dans l'espace et nos actions sont plus automatiques que personnelles. Seule l'action libre pourrait nous ouvrir l'intuition du moi profond et de notre caractère, et non pas les actions automatiques dont nous nous contentons pour agir dans la vie quotidienne. C'est donc un effort de réflexion qui doit être mené, et celui-ci n'est possible que dans les moments importants de l'existence, où l'agent parvient à reprendre de soi, c'est-à-dire en agissant. Alors, cette théorie est vraiment très intéressante, mais à mon avis, elle pose plusieurs difficultés. Et la deuxième partie de mon exposé vise justement à montrer ces difficultés de la théorie de l'expression du moi intérieur, en particulier de son expression dans l'action. Donc dans cette deuxième partie, je vais d'abord envisager le problème de l'existence même du moi intérieur. Ensuite, j'envisagerai la question de l'accès au moi par la conscience réflexive. On verra que la réflexion n'accède pas au moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Et enfin, j'envisagerai dans un grand C le problème dû aux effets d'un éventuel moi intérieur.
Commençons donc par le problème de l'existence du moi intérieur. Mettons cette analyse de Bergson à l'épreuve par un exemple afin de savoir si le moi est véritablement vécu tel que Bergson le décrit. Prenons l'exemple suivant. Quand je fais appel à un souvenir, par exemple le souvenir du paysage que j'ai observé depuis le train qui m'emmenait au bord de la mer cet été, je peux me rappeler ce paysage de deux façons. D'une part, me rappeler le paysage comme un objet, c'est-à-dire avec certaines déterminations. Le paysage était verdoyant, composé de prairies, d'arbres, j'ai vu passer des vaches, etc. Première manière de se souvenir. D'autre part, je peux aussi me rappeler que je voyais ce paysage. Autrement dit, je me rappelle le fait d'avoir regardé un paysage, et ce fait d'avoir regardé un paysage n'est pas un objet dénué de tout lien avec ma conscience. On ne peut pas dire « en moi, ça a regardé un paysage ». C'est bien moi qui le regardais, et je m'en souviens. Ne pourrait-on pas dire alors qu'il y a bien un moi qui occupe la conscience ? Je me souviens de ce moi qui regardait le paysage. Si l'on suit la transcendance de l'ego, qui est un des premiers textes que Jean-Paul Sartre a écrit, publié en 1937, on peut retenir 3 arguments qui critiquent ou qui nous permettront de critiquer la thèse d'un moi intérieur, d'un « je » qui existerait au sein de l'esprit. La première critique, est sûrement la plus intéressante pour nous, c'est que le moi est nuisible parce qu'il opacifie la conscience. Il viendrait s'interposer entre la conscience et l'objet de cette conscience, de sorte que l'objet de la conscience ne serait plus perçu en lui-même, mais perçu à travers le « je ». Dans mon souvenir, je me souviens du paysage et je ne me souviens pas de moi regardant le paysage. Ou plutôt, quand j'envisage ce souvenir, je me souviens seulement du paysage. Deuxième critique, le moi ne ferait qu'opacifier la conscience. Il l'alourdirait en un sens ontologique que je ne vais pas développer ici. Mais il faudrait comprendre la conscience comme une visée, et ça je vais y revenir au contraire. La conscience existe certes, mais non pas pour dévoiler des qualités déjà en elle, selon Sartre, elle existe en se jetant dans le monde, en visant des objets. Il faudrait donc renoncer au « je », au « moi », celui qui habite la conscience, ou plutôt, il n'habite pas la conscience, justement, selon lui. Je le disais, le moi opacifierait et alourdirait la conscience parce que la conscience doit être conçue comme une visée. C'est la thèse de l'intentionnalité de la conscience selon Sartre. Cette thèse, elle est facile à résumer, mais ses conséquences sont vraiment très importantes. La conscience est conscience de quelque chose. Ce n'est pas une intériorité. Alors, essayons d'expliquer et de préciser les conséquences d'une telle thèse, parce qu'elle est loin d'aller de soi. D'une part, en tant qu'elle est conscience de quelque chose, la conscience n'est pas comprise comme une intériorité, je le disais. Exister pour la conscience, ce n'est pas se rapporter à ses propres états intérieurs. La conscience doit être comprise comme une visée, comme une action de visée. Il faut renoncer donc à une conception statique et substantielle de la conscience. Une conception dans laquelle en fait, la conscience abriterait des états d'âme. La conscience, au contraire, est un être dynamique. Elle est une dynamique de rayonnement, d'ouverture active sur le monde. Cette visée, elle est variable selon les modalités de rapport à l'objet. Par exemple, ma conscience, quand elle imagine, vise une boîte de chocolat comme une image, par exemple. J'imagine une boîte de chocolat, et là, elle vise comme une image. Mais la mémoire, la conscience comme mémoire, vise son objet comme un souvenir, c'est-à-dire son objet comme absent de la perception actuelle, mais perception qui a été vécue dans le passé. Le désir est une forme de conscience qui vise un objet qui pourrait satisfaire ma gourmandise, par exemple, pour reprendre l'exemple du chocolat. Dans un article qui s'intitule « Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl, l'intentionnalité », Sartre écrit, ou plutôt utilise un vocabulaire qui fait de la conscience un être centrifuge. Je le cite, « Connaître, c'est s'éclater vers, s'arracher à la moite intimité gastrique pour filer là-bas, par-delà soi, vers ce qui n'est pas soi, là-bas, près de l'arbre. » Fin de citation, et je reprends encore une autre citation. Du même coup, la conscience s'est purifiée. Elle est claire comme un grand vent, il n'y a plus rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un glissement hors de soi. Fin de citation.
avec Sartre, et là il hérite tout à fait des thèses de Husserl, on est passé d'une conscience passive, d'une conscience contemplative, qui recueille en elle et assimile les choses du monde et se les représente pour les connaître. On est passé de cette conscience-ci à une conscience qui s'élance dans le monde, et qui essaie d'atteindre les choses telles qu'elles sont. La conscience est tout entière dans cet élan vers les choses. Alors, qu'est-ce qu'il en est de notre accès au moi par cette conscience ? Quelle est la place du moi dans nos différents états de conscience ? Après tout, il pourrait tout à fait encore subsister un moi, à l'origine finalement de ces actes de visée. Et pour répondre à cette question, donc de la place du moi dans la conscience, Sartre examine la manière dont nous prenons conscience du je ou du moi. Et c'est très important parce que ce n'est pas à l'occasion d'une conscience ordinaire. Par exemple, ce n'est pas lorsque je pense à mes parents, quand l'objet de ma pensée est justement constitué par le souvenir de mes parents, que mon moi apparaît à ma conscience. Ou quand je pense au paysage que j'ai vu, ce n'est pas à ce moment-là que le moi apparaît. Selon Sartre, il n'y a plutôt qu'un seul objet de la conscience, un seul objet à la fois. C'est ce qu'il appelle l'objet thétique, c'est-à-dire l'objet que la conscience pose devant elle. La conscience, quand elle vise un objet, est tout entière tournée vers cet objet. Autrement dit, il n'y a pas d'autre objet que l'objet visé par la conscience. Il n'y a pas de moi. Puisque l'on a dit que la conscience était tout entière dans sa visée, qu'elle était un être centrifuge et que sa nature était une activité sans intériorité, comment fait-elle pour découvrir un moi alors qu'elle n'est pas une substance ? Puisqu'après tout, on pourrait très bien dire « j'ai conscience d'un certain moi ». Comment cette conscience en prend-elle conscience ? Ce n'est pas dans une conscience ordinaire, je le disais, qu'elle découvre son moi, c'est dans une conscience réflexive, c'est dans une conscience réfléchie. C'est quand la conscience fait retour sur elle-même qu'elle peut saisir le moi du « je pense ». C'est donc une opération de second degré. Il faut aller plus loin. Le moi n'est pas aperçu dans cette conscience réflexive, il est constitué par cette conscience réflexive. Le moi est constitué quand la conscience se prend elle-même pour objet. C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que le moi existe et non avant. Sartre prend un exemple que je lui emprunte, l'exemple d'un homme qui court après un tramway. Quand il court après le tramway, il est inquiet de le rater, et s'il court, c'est bien parce qu'il est en retard. En effet, il faudrait ici distinguer plusieurs consciences successives. Il y a d'abord la conscience de s'apercevoir de l'heure, et cette conscience se retourne ensuite sur elle-même pour se reprocher à soi-même d'être en retard, et d'être resté prendre un café avec un ami, par exemple. Puis, quand le tramway apparaît au bout de la rue, celui-ci, le tramway, apparaît alors comme la solution pour combler le retard. Mais à ce moment-là, l'objet de la conscience est bien le tramway. Ce n'est plus du tout le moi qui est en retard. Le tramway a pris la valeur de ce qui peut combler le retard, et cette valeur est subjective. C'est vrai, et il sera important de revenir sur la signification que prennent les objets du monde pour une conscience, mais ce n'est pas parce que l'objet visé prend un sens subjectif, celui de combler un retard, ce n'est pas parce que ce sens est subjectif qu'il est associé à l'existence d'un moi. L'objet visé a une qualité, un certain sens pour un individu, mais ce sens n'est pas rapporté au moi. Au moment où je perçois le tramway comme un moyen de rattraper mon retard, je ne le lie pas à une certaine compréhension du moi, selon Sartre. Troisième partie de critique de cette théorie du moi intérieur, le problème dû aux effets d'un éventuel moi intérieur. Prétendre que nous avons un moi intérieur, c'est se trouver des excuses, selon Sartre et selon Simone de Beauvoir. Puisque le moi n'existe pas, qu'il est toujours constitué ponctuellement, prétendre que le moi existe dans l'esprit, c'est se donner l'excuse suivante, selon Jean-Paul Sartre. Même si je n'ai pas pu réaliser telle ou telle action à cause des circonstances, je peux me rassurer en prétendant qu'un moi habite dans mon esprit, qu'il a de la valeur, même si je n'ai pas pu en faire la preuve. C'est ce qu'il appelle une forme de lâcheté, ce que Jean-Paul Sartre appelle une forme de lâcheté. L'autre problème, dû à l'existence du moi intérieur, vient cette fois-ci plutôt des autres. Les autres projettent sur nous un moi intérieur, une entité substantielle qui expliquerait nos actions. Elle permet aux autres non seulement de juger l'action, mais aussi de juger la personne.
Par exemple, ce ne sont pas seulement les actions qui sont dites méchantes, c'est aussi la personne même de l'agent qui est qualifiée de méchante. D'autre part, cette existence projetée permet aussi aux autres d'attendre et d'exiger de nous certains comportements, en particulier en fonction du genre ou de l'âge auquel ils nous identifient. Simone de Beauvoir montre bien dans Le deuxième sexe qu'il est attendu des femmes, par exemple, qu'elles expriment certaines qualités qui sont censées exister dans leur fort intérieur. Dès lors, ne pas les exprimer, ce n'est pas vraiment être une femme. Il y aurait un moi de la jeune fille, un moi de la femme mariée, un moi de la femme âgée, avec des comportements définis. Il en irait d'ailleurs de même des hommes. Et vous percevez combien un tel moi est un stéréotype, évidemment. Les autres exigent de nous des comportements, ce qui constitue une normalisation des individus. Le problème avec ce moi, c'est qu'il serait naturel, explique Beauvoir. Une essence, ou plutôt il serait prétendument naturel, ce serait une essence qui déterminerait nos actions, nos goûts, etc. Les actions que les autres ne peuvent subsumer sous le concept qu'ils se font du moi sont condamnées, dites non naturelles, anormales. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ces actions peuvent exister. Et il s'agit, vous le voyez, de réduire la singularité de l'individu à une norme. Mais Beauvoir montre bien qu'une telle compréhension du moi n'a rien d'évident, que ce moi n'est pas naturel du tout, et qu'il est au contraire tout à fait construit et social. Le rapport de l'individu à son action ne consiste pas en une extériorisation, selon elle, en l'expression d'un moi intérieur. Il s'agit d'une intériorisation forcée depuis l'extérieur. Et on mesure le caractère oppressif, finalement, d'un tel moi que les autres nous obligent à intérioriser. Ou plutôt nous contraignent à intérioriser. Et c'est pour s'en libérer que ces deux auteurs, Beauvoir et Sartre, proposent une anthropologie philosophique existentielle ou existentialiste. Dans cette dernière partie de ma conférence, j'aimerais justement penser le moi ou le soi comme en construction. Si ce moi n'existe pas, s'il est aussi une projection des autres en nous, est-ce que cela signifie que notre existence se disperse sans unité, qu'il n'y aurait aucun style de vie ? Dans cette troisième partie, j'aimerais proposer une alternative à la philosophie de l'expression de soi. Plusieurs perspectives, évidemment, seraient envisageables. Nous pourrions très bien renoncer complètement à l'idée du moi et considérer que notre existence se déploie sur un fond indifférencié et qu'il faudrait renoncer à toute idée d'unité du moi en privilégiant une dimension éclatée de l'existence. Ce serait tout à fait une perspective possible. La proposition que je vais faire ici, plutôt inspirée par les philosophies existentialistes de Beauvoir et Sartre, consiste à faire droit à l'existence en situation. Plutôt que de concentrer l'analyse sur le moi et son expression, je propose de soutenir que c'est dans la relation de l'agent avec les autres, dans cette relation avec les choses, avec son époque, avec la société, qu'il faut chercher notre identité. L'identité des êtres humains se construit bien par leur action, selon Beauvoir et Sartre. Sartre parle d'ailleurs d'un circuit de l'ipséité pour caractériser la dynamique qui s'établit dans la relation avec le monde. Une personne perçoit des possibilités dans le monde, et pourtant, en lui-même, le monde n'appelle aucune modification. Par exemple, prenons l'exemple d'une forêt qui a brûlé. Eh bien, cette forêt n'appelle pas nécessairement à un reboisement. On peut très bien considérer que le terrain doit rester en friche, ou bien encore que la végétation va reparaître sans intervention humaine. De façon analogue, la situation économique et sociale que nous vivons nous apparaît en général comme naturelle. Nous y sommes habitués, comme si son existence allait de soi. Nous ne percevons pas nécessairement son historicité, pas plus que les possibilités de changer cette situation. En effet, selon Sartre et Beauvoir, c'est à l'aune de certaines valeurs que nous percevons notre situation. Par exemple, c'est à l'aune d'une certaine valeur de justice et d'égalité que notre situation peut nous apparaître comme oppressante ou révoltante et que les voies de transformation peuvent apparaître comme possibles ou impossibles. Ces valeurs ne sont pas posées par un agent, il les vit selon une intention profonde, selon un projet originel. Alors, examinons justement le devenir soi comme l'intention profonde d'une vie.
La liberté humaine, selon Sartre, n'est pas gratuite, au sens où elle n'est pas exercée sans raison, comme si n'importe quel choix pouvait être fait à n'importe quel moment. Elle n'est pas une liberté d'indifférence, au sens où à tout moment un agent pourrait faire une action et son contraire, ou bien s'abstenir. S'il est vrai qu'une telle sensation existe, il demeure que la détermination de l'action par l'agent n'est pas due au hasard, comme si la volonté inclinait à choisir X plutôt que Y. Mais dès lors, il faut se demander qu'est-ce qui détermine l'agent à vouloir X plutôt que Y ? On a vu qu'il n'existe pas de moi préalable qui serait la cause des actions. Comment alors ces actions sont-elles déterminées si ce n'est pas par une cause antérieure, par un moi qui préexisterait ? Sartre soutient l'existence d'une unité des fins d'un agent, tout au long de son existence. Cette unité est une totalisation, mais elle est toujours en cours, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais achevée. C'est une totalisation détotalisée, écrit-il, parce qu'elle est toujours susceptible de modification. Le projet originel, ce serait la notion synthétique et fondamentale par laquelle il est possible de comprendre toute l'existence d'une personne. Alors, cette notion de projet, elle est difficile à envisager parce que le mot même de projet, en fait, nous renvoie à une intention qu'on aurait et qu'il s'agirait de réaliser dans l'avenir. En fait, la notion de projet, selon Sartre, elle a un sens plus fort que celui justement de cette intention ou de cette perspective de réaliser une idée. Souvent, d'ailleurs, le projet elle concerne une action ou un certain groupe d'actions, alors que la notion de projet, on va le voir chez Sartre, a une dimension beaucoup plus large. Il s'agit de comprendre en fait la dynamique, avec cette notion, il s'agit de comprendre la dynamique de l'ensemble de la personne humaine. En tant qu'une personne est un projet, c'est bien le futur comme ce qui est à venir qui est la dimension temporelle fondamentale selon Sartre. Le projet doit être entendu comme une orientation vers des valeurs et ainsi comme une certaine manière de se rapporter au monde, de faire apparaître des possibilités. Les possibilités apparaissent au présent à partir des valeurs que l'individu possède. Les actions et l'ensemble des comportements d'une personne entretiennent des rapports de sens avec des structures fondamentales et globales qui constituent proprement la personne. C'était une citation de Sartre. Ces structures sont des lignes de force qui unifient et comprennent au sens fort les conduites d'une personne. Il y a un lien de signification qui unit les différentes conduites de notre existence. En agissant, le pour soi donne à voir ce projet qui est présent dans et par les actions, mais qui demeure inaperçu par l'agent lui-même, dont la visée intentionnelle n'est pas orientée vers le projet, mais vers l'action en cours. Autrement dit, ce que nous visons, ce sont nos actions les unes après les autres, mais ces actions participent à la création du projet. Je vais essayer de l'expliquer. Chaque personne vit selon un projet, mais elle ne le connaît pas parce qu'il n'est pas l'objet d'une délibération particulière. Chaque personne est concentrée sur ses actions et c'est sa réalisation et c'est la réalisation de ces actions qui va constituer le projet. Le projet doit donc être constamment renouvelé et l'être humain est une historialisation perpétuelle, écrit Sartre dans L'être et le néant, ce qui introduit ainsi une dimension de durée dans l'existence humaine. Donc, contre une lecture instantanéiste de la spontanéité, le renouvellement perpétuel du projet doit être compris comme une dynamique qui n'existe que par les actions qui la manifestent. Autrement dit, le projet n'est pas une intention préalable que nous aurions, c'est le fondement des actions concrètes observables de l'individu. Ce serait comme une intention préalable qui serait le fondement des actions concrètes observables de l'individu. Au contraire, et là je rétablis les choses, au contraire ce sont les actions qui font exister le projet et qui peuvent le modifier. Prenons un exemple très simple que j'emprunte à un roman de Sartre qui s'intitule L'âge de raison, dans lequel un des protagonistes, Mathieu, embrasse Yviche et découvre à ce moment-là, par cette action-là, l'état nouveau en fait, dans lequel il se trouve dans cette relation. Il découvre en fait son amour. Finalement, il n'embrasse pas Yviche parce qu'il l'aimait, il découvre cet amour parce qu'il l'embrasse. Et donc il faut renverser le sens de l'intention et de l'action. C'est l'action qui fait apparaître l'intention et qui la fait exister. La spontanéité du projet ne doit
pourtant pas conduire à le penser comme un tout achevé. Après avoir souligné sa durée, il faut insister sur la dimension dynamique. Le projet est une orientation de l'histoire de la personne, un rapport au monde qui l'éclaire d'une certaine manière. Cette lumière ou cette coloration, la personne la vit sans qu'il y ait une cause détachée, une énigme indevinée. La psychanalyse existentielle que propose Sartre dans L'être et le néant doit découvrir, je le cite, doit découvrir un choix, non un état. Cette enquête devra se rappeler en toute occasion que son objet n'est pas une donnée enfouie dans les ténèbres de l'inconscient, mais une détermination libre et consciente. Fin de citation. Reste à se demander si cette dynamique a été voulue comme telle. Selon Sartre, la volonté ne peut se porter que sur des possibilités que l'agent fait apparaître selon le projet fondamental qui est le sien et selon son rapport à la situation. Ainsi, ce n'est pas la volonté qui crée les fins, mais le rapport du pour-soi au monde selon ce projet. En cela, ici, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, ni même de vouloir une fin pour que celle-ci soit choisie. C'est seulement dans le cadre d'un projet fondamental que la volonté peut avoir de l'efficace. C'est-à-dire, on veut quelque chose parce que ça s'inscrit, ça participe d'un projet qui est en cours de réalisation. Le rapport au possible n'est pas de l'ordre du face-à-face neutre. Je ne vois pas les possibilités face à moi, comme si ces possibilités pouvaient être voulues indifféremment et qu'il fallait recourir à une délibération et à une volonté pour en choisir une. C'est le projet qui confère leur valeur aux motifs et aux mobiles, et donc aux possibilités. Les motifs n'existent pas de façon transcendante, mais comme ils existent toujours en rapport avec l'agent. Quand je délibère, écrit Sartre, les jeux sont faits. Toutefois, pour lui, ce n'est pas le moi qui est au principe du rapport avec les actions possibles. Celles-ci n'apparaissent qu'à l'aune du projet, et le rapport à elles se comprend également par le projet. C'est donc seulement un certain projet que la délibération, c'est selon un certain projet que la délibération se réalise, comme un moyen de décider entre plusieurs possibilités. Il faut ici insister sur la transcendance du projet qui le porte par-delà le présent. Le projet n'est pas déjà là, il est en train de se construire comme un horizon de sens qui éclaire en retour le présent de l'agent. Il y a effectivement une dimension finaliste dans cette notion de projet qui pose pour fin un certain type de rapport au monde, un certain type de rapport aux autres. Il est important de souligner encore une fois que la signification de la réalité est comprise dans le projet. C'est à partir d'une certaine fin que la situation laisse apparaître des motifs. Sartre prend par exemple l'exemple de Clovis, dont l'ambition qui pourrait être le mobile de ses actions, mais cette ambition, elle n'existe en réalité qu'à l'aune du projet de conquérir, qui se découvre par là un motif de se convertir au christianisme. Le projet fondamental est en relation avec le monde. Il ne peut se développer qu'avec lui. Se choisir, c'est se choisir dans le monde. Et donc, il est impossible de ne pas tenir compte de notre situation dans le monde. Ainsi, le projet est de part en part lié au monde tout entier. Et il y a une dimension de passivité pour soi, parce qu'il doit assumer finalement la situation dans laquelle il se trouve, situation qu'il n'a pas complètement choisie. Les événements du monde vont donc s'inscrire dans le projet en tant qu'il est ouvert. Et les réactions de l'agent par rapport à ce projet ou par rapport à cette situation, aux événements qu'il va vivre, ces réactions vont trouver une unité qui va se développer au cours de l'existence. Prenons deux exemples qui ont un même point de départ. Par exemple, l'exemple d'une personne qui tomberait malade. Premier cas, ce n'est pas un hasard si la survenue d'une maladie n'inquiète pas Jeanne. Jeanne a toujours considéré son corps de façon telle que ce corps se remet toujours des difficultés qu'il rencontre. Son corps le lacère docilement dans la réalisation de ses intentions, etc. Elle a donc tout à fait confiance en sa guérison et ne change rien à ses habitudes. Il est probable qu'elle doive subir la fatigue et les effets secondaires du traitement médical, mais elle abordera ceci en cohérence avec le reste de ses actions.
Proposons maintenant un exemple à contrario. Depuis toujours, Baptiste avait considéré son corps comme un moyen fiable, lui aussi, de réaliser ses intentions, mais la maladie l'inquiète, contrairement à Jeanne. Comment alors comprendre, alors même que les deux ont pour point de départ l'idée que leur corps est fiable, qu'ils peuvent se reposer sur leur corps, pourquoi est-ce que tout à coup la maladie inquiète Baptiste et n'inquiétait pas Jeanne ? Avec cet événement qui traverse la vie de Baptiste, c'est un rapport plus complexe à son corps qui se dévoile. Le courage et la sérénité dont il avait toujours fait preuve n'étaient pas si puissants qu'il le pensait. Face à l'adversité, face à un événement profondément difficile, il ne sait pas comment faire face. Et si jusqu'alors il n'avait jamais fait preuve de faiblesse, c'est qu'il n'avait encore jamais eu à faire preuve de force face à de sérieux coups du sort que le monde lui oppose. Dans ces deux exemples, le rapport à son propre corps, le rapport à la maladie et les actions qui participent et les actions de ses agents participent d'un même projet. Même si les deux cas se ressemblent au départ, c'est bien à l'occasion des actions que se développe un projet et qu'on va percevoir un projet différent au fond, une existence différente. L'individuation d'une personne n'est pas la réalisation d'un passé qui demanderait à s'extérioriser, elle est une construction toujours en cours par des actions. Ces actions ne sont pas l'expression d'une identité déjà constituée et cachée, elles réalisent l'identité en s'unifiant en un projet. La liberté n'est pas comme chez Bergson une poussée par derrière, elle est attirée par devant chez des philosophes comme Sartre et Beauvoir. Ce n'est pas à partir du passé que les possibilités s'actualisent, mais c'est par un effort dont l'agent est l'auteur, à partir d'un avenir que la personnalité de chacun se réalise. Toutes les actions d'un individu peuvent être synthétisées, unifiées pour réaliser le projet existentiel de cette personne. Ce projet est une totalisation, mais cette totalisation ne s'achèvera qu'avec la mort de cette personne, de telle sorte qu'un bilan qui serait tiré avant la fin de l'existence serait toujours provisoire. Pour conclure, ce parcours a consisté à d'abord étudier l'idée d'un moi intérieur. Bergson nous fournit une solide théorie du moi intérieur par différence avec le moi social. Il nous montre que la vie d'un tel moi est différente de celle de la vie sociale. Cependant, il est difficile d'exprimer son moi intérieur, soit par le langage ou par les actions. Si séduisante que soit cette théorie, j'ai cherché à montrer qu'elle ne résiste peut-être pas à l'expérience vécue. Quand nous agissons librement, si nous avons l'impression que l'action nous ressemble, ce n'est pas parce que le moi existe déjà, mais parce que nous sommes en train de le construire. Notre action ne trouve pas son origine dans notre passé intériorisé, elle trouve son origine dans une projection vers l'avenir. J'ai ensuite cherché à montrer que c'est dans la relation avec les autres, avec les choses et aussi avec notre passé, bref, avec la situation dans laquelle nous vivons, qu'il faut comprendre le développement de notre identité. Ce sont nos actions qui construisent progressivement notre identité en une unité qui se totalise au cours de la vie. À l'issue de ce parcours et de cette confrontation, il reste évidemment des questions en suspens, notamment celle de savoir comment notre projet existentiel se constitue, comment les autres, l'époque, la société peuvent l'influencer notamment. À n'en pas douter, certaines périodes de la vie, en particulier l'enfance, sont des moments où l'influence des autres est importante. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait que nous ne voyons pas certaines possibilités de notre existence, même à l'âge adulte, soit parce que notre capacité de projection dans l'avenir est altérée, soit parce que c'est matériellement impossible d'avoir des possibilités, certaines possibilités. Je ne défends donc nullement une liberté absolue, mais une liberté en situation, qui peut tout à fait être entravée, voire quasiment disparaître. Il me semble qu'en se débarrassant du moi intérieur, on gagne justement à se concentrer à la fois sur la liberté de nos actions singulières, sur la tentative de choisir celles qui nous semblent les meilleures, plutôt que de se concentrer sur nous-mêmes. On rétablit plus directement le lien entre nous-mêmes et les déterminismes. Même s'il n'est pas certain que l'agent puisse percevoir ce qui le détermine, c'est à l'occasion de ces actions qu'il se singularise. Même si toutes ces actions ne sont pas libres, il devient un certain individu par ces actions. Et c'est en considérant qu'il lui appartient de s'individuer, de s'individualiser, qu'il pourra percevoir ce qui l'empêche de devenir lui-même et éventuellement de s'en libérer.
Je vous remercie.